Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à vous qui avez choisi, par envie, par curiosité ou tout simplement par hasard, de m'accompagner dans les méandres de mon imaginaire. Je m'appelle Jean Voca, j'ai été élevé aux comics de super-héros, biberonné aux blockbusters américains, à la Japanime, à l'heroic fantasy, et des maîtres de l'univers à Conan le Barbare, d'Highlander à Cowboy Bebop, de la Comté du Seigneur des Anneaux au Nostromo d'Alien. Tous ces univers ont façonné mon esprit, l'ont peuplé de monstres, de héros, de guerrières intrépides et de sorciers maléfiques. Autant de personnages qui m'ont fait trembler parfois, galvaniser souvent, accompagner toujours. Laissez-moi vous emmener explorer mon paysage mental et y découvrir les histoires qui y ont germé. Bienvenue dans la cartographie des chimères. L'illustration de couverture est signée Victor Lejeune, qui pour l'occasion nous a gratifié d'un dessin bonus spécifique à cet épisode que vous pouvez trouver sur l'Instagram de la cartographie des chimères. N'hésitez pas à nous suivre. La réalisation est comme toujours assurée par Adrien Larouzet, qui a aussi composé la musique avec Apolline Dash, et l'épisode du jour s'intitule Jack. À chaque coup d'épée, des gobelins meurent par centaines. Chaque arc de cercle décrit par la lame est prolongé jusqu'aux confins de la caverne par une onde lumineuse dorée qui tranche tout sur son passage, les corps comme la pierre. Le cœur de la montagne est déchiré avec fracas par le combat dans ses entrailles. Les hordes rampantes, sans cesse renouvelées, tentent en vain de submerger l'unique guerrier qui leur fait face, mais ce dernier semble tout-puissant. De sa main droite, il manie l'épée à la lame sans fin, et de la gauche, il déchaîne des explosions de feu, de glace, de ténèbres et d'étoiles. Chacun de ses muscles lui fait mal. Chacune des vagues d'énergie qui le traversent le galvanise autant qu'elle le consume. Il n'est que fureur, il n'est que puissance, il n'est que combat. Une force élémentaire en action. Pas de conscience, pas de souvenir, si ce n'est un nom, le sien. Jack. Le sol se dérobe sous ses pieds. Il atterrit lourdement sur un pont suspendu sous la voûte d'une immense cave. En dessous de lui, à la lumière des milliers de torches dans les alcôves qui constellent les parois, se dessine un entrelac de passerelles dans l'infini des profondeurs. Déjà, du trou béant au-dessus de lui se déversent les gobelins par grappes de mille. Pulvérisés par les vagues de feu, de glace, de ténèbres et d'étoiles, ils ne sont que cadavres quand ils s'écrasent sur Jack. Mais la marée gluante est sans fin. La passerelle cède sous le poids des corps et la violence des chocs. Nouvelle chute, nouvelle passerelle. Maintenant, la cascade de monstres est secondée par des vagues d'adversaires et des volées de flèches surgies des galeries adjacentes. Ondes lumineuses déchirant l'obscurité, explosions, de feu, de glace, de ténèbres, d'étoiles, un craquement, nouvelle chute, nouvelle passerelle. Combien de fois cela se répète-t-il ? Pendant combien de temps, jours ou années, Jack s'enfonce-t-il dans les profondeurs ? Lui-même ne saurait le dire. Il n'est que fureur, que puissance, que combat, une force élémentaire en action, pas de conscience, pas de souvenir, si ce n'est un nom, le sien, Jack. C'est alors que se produit enfin un changement dans le décor. Une centaine de mètres en contrebas est suspendue une plateforme circulaire où sied un autel sur lequel reposent deux petits objets blancs. 2 dés. Un éclair de lucidité en forme de souvenir traverse l'esprit de Jack. C'est pour ça que je suis là. Il saute. Tête la première. La horde de gobelins lui emboîte le pas. Étrange cascade dans le temps suspendu, un cône inversé de vermine purulente et griffue, et en pointe, comme le dard d'une flèche, Jack. Les bras le long du corps, le visage tendu vers son objectif. Étrange confusion dans le temps suspendu, Jack ne sait plus s'il chute ou s'il s'envole, si ses assaillants dégringolent avec lui ou, au contraire, s'ils grimpent les uns sur les autres pour le rattraper. Chute ou envol, reste la sensation de vitesse et d'immobilité. Car malgré le vent qui claque à ses oreilles et secoue son manteau noir, malgré le défilement rapide des parois dans le temps suspendu, Jack ne se rapproche pas des dés qui restent impassibles et impitoyables, toujours à la même distance. Comment en suis-je arrivé là ? Comment est-ce que tout cela a commencé ? Dans le temps suspendu, Jack peut enfin reconstituer sa conscience, ses souvenirs.
Ça a commencé quand j'ai ramené la pierre de sang au sultan de l'Oasis dorée. Quelques jours plus tôt, la fille du monarque avait été enlevée par une confrérie d'assassins du désert. Tout le royaume était en émoi. Comme je passais par là, d'aussi loin que je me souvienne, chaque fois qu'il se produit des événements de ce genre, je passe par là. J'ai proposé au souverain de mettre mon épée à son service pour retrouver sa fille. La routine. J'ai taillé ma route dans le désert, suivi un indice après l'autre, d'oasis en oasis, récolté les objets, clés, potions, grimoires, indispensables à l'accomplissement de ma quête. J'ai pourfendu des djinns et des démons des sables, et même un sphinx. Tout ça sans vraiment me fatiguer. Il fut un temps où je n'avais pas encore la maîtrise de mes formidables pouvoirs de feu, de glace, de ténèbres et d'étoiles. Un temps où je ne choisissais pas quand mon épée allait cracher des ondes de lumière tranchantes. Cela se faisait par hasard. Alors que je terrasse en un instant d'une explosion glacée le colosse de pierre gardien de la citadelle cachée, je me souviens d'un temps où je rechignais à user de mes formidables autant qu'inexpliquées capacités. Ça me chatouillait l'honneur d'une façon désagréable. Je ne m'en servais qu'en dernier recours. Dans la première enceinte, j'extermine les chiens mutants et les basiliques d'une pluie de flèches de lumière. Dans la forteresse, les assassins sont consumés par mes boules de feu ou engloutis par mes tempêtes de ténèbres. Et me voilà déjà devant le cachot de la prisonnière. Je l'écoute d'une oreille distraite, tandis qu'elle m'apprend que ma quête n'est pas terminée, que le sorcier suprême lui a dérobé la pierre de sang, artefact mythique qui lui permettra de plonger le monde dans le chaos, que je dois impérativement me rendre dans le labyrinthe maudit pour y traquer le scélérat et son butin. Allons bon, c'est reparti. Je dis à la demoiselle de m'attendre que je ne serai pas long. C'est un fait, je traverse le labyrinthe en ligne droite. Aucun mur ne peut me résister. Je suis le feu, la glace, les ténèbres et les étoiles. Au cœur du dédale, le sorcier m'attend protégé de 1000 sortilèges. Tandis qu'il m'explique à grande période pompeuse en quoi ma victoire est impossible, je l'interromps sèchement, et assez dédaigneusement je dois dire, d'un seul coup, un de mes favoris, une concentration d'énergie qui jaillit de mon index pointé en un fin rayon de lumière écarlate qui le transperce entre les deux yeux. Il tombe raide mort. Je ramasse la pierre de sang. C'est devenu trop facile. La pierre à l'abri dans un petit coffret, je rejoins la princesse et, à cheval, nous faisons route vers le sultanat de l'Oasis dorée. Notre retour a été annoncé, une foule en liesse nous fait escorte dans les rues jusqu'au palais. Notre chemin est pavé de fleurs et de larmes de joie. La routine. Dans les hauteurs du palais, les conseillers, les courtisans et les nobles se sont massés autour du trône. Ils sont tous là pour acclamer le héros, tandis que la foule au dehors entame un chant à ma gloire qui résonne porté par le vent entre les colonnes de marbre de l'esplanade royale. Dans son habit d'or, le sultan ouvre les bras et s'incline avec respect. Je sacrifie à la cérémonie en faisant de même. J'ai déposé le coffret à mes pieds, je m'accroupis avec solennité, même si au fond tout cela m'indiffère, et je l'ouvre. Et là, une montée d'adrénaline comme je n'en ai pas connue depuis un siècle. La pierre de sang n'est plus là. À sa place, sur le coussin de velours, 2 petits dés de nacre blanc. C'est impossible. Personne n'a eu accès au coffret depuis que j'y ai enfermé la pierre. Je relève la tête, prêt à me justifier auprès du sultan, mais c'est inutile. Il n'est plus là. Ni lui, ni personne. Je me dresse lentement, quelques pas en direction de la terrasse, et mes yeux confirment ce que le silence m'a déjà appris. La foule a disparu. La population entière de la ville a cessé d'exister. Il n'y a plus de vie, plus de vent. Même les colombes d'apparat dans leurs cages dorées de chaque côté du trône se sont volatilisées. Je retourne vers le coffret pour examiner les dés, mais ils n'y sont plus. J'ai peur. Ça faisait longtemps. Ça m'avait manqué. C'est alors que je l'ai vu.
Non, non. D'abord, j'ai seulement perçu sa présence, comme une vague gêne, à la périphérie de ma vision. Je dégaine mon épée en tournant vivement sur moi-même. Rien. Mais il est toujours là. De mon point de vue, toujours au même endroit, c'est-à-dire à la limite de mon champ visuel. Je pivote dans un sens, dans l'autre, rapidement, lentement. Rien n'y fait. Il ne bouge pas. Ou plutôt, il bouge en même temps que moi. Je tente un coup d'épée circulaire accompagné d'une ample onde de lumière solide. Inutile. Je ne peux pas frapper un ennemi qui n'est jamais en face de moi. Je range ma lame et j'attends en silence. Je réalise alors que, depuis le début, il émet un léger son que je ne parviens pas à identifier. Je ferme les yeux, me concentre sur mon ouïe, ignorer les battements de mon cœur, ignorer ma respiration, se focaliser sur ce seul son. C'est un tintement, non, quelque chose de plus sourd, de plus mat, un cliquetis. Le bruit de deux petits objets qu'il fait s'entrechoquer dans la paume de sa main. Plus je me focalise sur le cliquetis, plus celui-ci gagne en ampleur dans ma conscience, plus il se déplace vers le centre de mes perceptions. J'essaie de me laisser envahir par les images que m'évoque ce son, mais je ne vois rien. Rien n'a lieu. Rien n'a lieu que le lieu. Excepté peut-être une constellation. À l'instant où j'ai compris, j'ouvre les yeux et comme je m'y attendais, je le vois, en face de moi, en train de faire tourner les dés dans sa main. Il est grand, plus que moi, carré d'épaules. Il porte un ample manteau noir au col relevé. La moitié de son visage est dissimulée par un foulard sombre. Ses yeux sont invisibles derrière les larges verres ronds de ses lunettes, des verres si noirs qu'on n'y distingue pas le moindre reflet. La réalité disparaît dans cette absence de regard. De la capuche qui lui couvre la tête dépassent quelques mèches longues d'un blond cendré. Et dans sa main gantée, les dés. Il a cessé de les faire tourner. Il me les présente, paume ouverte. Je tends la main pour m'en saisir, il referme la sienne aussitôt. Il l'ouvre à nouveau, je tends la mienne, même jeu. Je m'avance vers lui, il recule en glissant silencieusement sur le sol comme un fantôme. Je bondis, la distance entre nous reste inchangée. À la façon dont il incline la tête en me toisant, je suis persuadé qu'il sourit derrière son foulard. « Tu veux jouer, c'est ça ?» Provocation aussi inutile que puérile. En guise de réponse, il range calmement les dés dans la poche intérieure de son manteau et commence à s'éloigner, lentement, toujours sans un bruit, toujours sans aucun mouvement perceptible, toujours face à moi. Je le suis. Seuls mes pas résonnent sous le plafond du palais déserté. Une fois sur la rue principale, il se déplace un peu plus vite. J'accélère le pas, même si j'ai compris que c'est lui qui décide de notre degré d'éloignement. Nous nous dirigeons vers la porte de la cité. Où veut-il m'emmener ? La disparition totale de la population m'indiffère désormais. Tout ce qui compte à présent pour moi, c'est de le suivre. Tout ce que je sais, c'est que je suis. Je suis cette ombre sans visage, cet étranger qui pourtant, sans que je puisse l'expliquer, ne m'est pas inconnu. Dans le désert, il stabilise sa distance à environ 500 mètres de moi et n'en bouge plus. Et je marche. Combien de temps ? Combien de jours ? Quand je m'arrête pour dormir ou me restaurer, il s'arrête aussi. À chaque réveil, il est là, point de mire de mon horizon, et chaque jour, la marche reprend. Inlassable, identique dans le temps suspendu. Le désert cède sa place à une plaine d'herbes sèches, puis à des prairies verdoyantes entrecoupées de bosquets. Pas le moindre bruit, pas le moindre vent, pas la plus petite trace de vie animale où que ce soit. Ce monde est vide. Il n'y a que moi et l'étranger. Nous traversons villes et villages, contournant des forteresses où je sais être déjà venu, avoir déjà vaincu. Aujourd'hui, des décors dont les acteurs ont disparu.
Cela dure si longtemps que j'en oublie tout. Je marche. Je ne suis plus que ça. Une force élémentaire en mouvement. Plus de conscience, plus de souvenirs, si ce n'est un nom, le mien. Jack. Le paysage se vallonne, nous prenons de l'altitude, les conifères ont remplacé les feuillus. Loin, au-dessus de la forêt, se dresse une montagne dont le sommet enneigé se perd dans les nuages. Une montagne, la montagne, j'ai envie de dire, tant ce pic rocheux réunit toutes les caractéristiques classiques de l'image qui surgit en chacun de nous quand on évoque l'idée d'une montagne. C'est là qu'il m'emmène. Je décide de faire halte, encore à l'abri de la forêt. L'ascension sera pour demain. Devant mon feu de camp, je m'aperçois que je n'ai rien à manger, mais que je n'ai pas faim. Plus étonnant, je n'ai aucun souvenir d'avoir mangé ces derniers jours, ni dormi. Me suis-je seulement arrêté depuis que nous avons quitté l'oasis dorée ? Je ne me souviens que de la marche. Le cliquetis des dés reprend. Si je n'ai pas dormi, qu'en est-il alors de mes souvenirs de ces multiples matins où il m'attendait, immobile à la pointe de mon horizon ? Le cliquetis des dés se rapproche. Je sais. Ces souvenirs sont plus anciens, bien antérieurs à la marche. Il a toujours été là. Tu as toujours été là, je lui lance en relevant la tête. Il se tient à une dizaine de mètres de moi, toujours statique et d'apparence calme, même si de sa main droite, il fait teinter les dés plus frénétiquement que jamais. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Les souvenirs affluent. Il a toujours été là. Depuis mes premières aventures, cette présence qui chatouille la nuque, cette ombre qu'on perçoit du coin de l'œil depuis toujours. Quand j'ai terrassé le sorcier de la montagne de feu et la sorcière des neiges, quand j'ai déjoué les pièges du labyrinthe de la mort, de la forteresse du cauchemar et de la citadelle du chaos, quand j'ai défait le voleur d'âmes et les sombres cohortes, il m'en aura fallu de l'endurance, de l'habileté et de la chance pour relever tous ces défis fantastiques et une certaine forme de tricherie aussi. Mes formidables pouvoirs apparus sans la moindre explication. Timidement d'abord, comme à contre-cœur, et de plus en plus puissant à mesure que ma lassitude croissait. Explosion de feu, de glace, de ténèbres et d'étoiles. Au fil du temps, j'ai dénombré 12 attaques spectaculaires différentes. 12. Tu étais là, à mes côtés depuis le début. Le cliquetis s'est arrêté. 1 mètre devant moi, l'étranger me présente les dés dans sa paume une fois de plus. J'approche ma main lentement. Il ne fait pas mine de vouloir m'en empêcher. Je n'ai plus qu'à les prendre. Pourtant, je m'arrête. J'ai peur. J'ai peur. Une peur primale, comme le cri qui déchire soudain l'obscurité, suivi du fracas des arbres arrachés, déracinés par une masse énorme lancée à pleine vitesse dans ma direction. 4 mètres de muscles saillants en mouvement, une peau grise et rugueuse, des écumes de bave qui valsent en tous sens et 2 yeux aussi vides que furieux. Un troll qui charge, un troll qui me charge, pas âme qui vive depuis des lustres, et maintenant ça... Je bondis en arrière, l'étranger se retire dans les ombres de la forêt en rangeant ses dés. La course folle du troll se termine contre le rocher au pied duquel j'avais fait mon feu. Des gerbes de flammes et de braises s'envolent, la petite clairière s'embrase, le monstre se retourne, hurle, prêt à en découdre. Ça tombe bien moi aussi. Un ample mouvement circulaire de mon épée et... rien. Rien du tout, pas d'onde lumineuse tranchante, pas d'explosion non plus. Ni de feu, ni de glace, ni de ténèbres, ni d'étoiles. Ce sera donc un combat à la régulière. Très bien. La bête fond sur moi, pas le temps d'éviter, juste accompagner le mouvement pour atténuer le choc. Rude. Je suis projeté à plusieurs mètres et m'écrase contre un arbre. La douleur, le goût du sang dans ma bouche, l'incertitude quant à l'issue du combat, que c'est bon. Un coup de griffe qui m'aurait sans doute arraché la tête siffle à quelques centimètres de mon visage.
Je m'élance sous le bras encore en extension du troll, m'engouffre sous son aisselle et passe derrière lui en lui faisant une large entaille dans son flanc découvert. Je me retourne, mais malgré sa masse, il est plus vif. Je recule, pas assez rapide. 4 griffes me lacèrent le torse. Mouvement réflexe un peu tardif, je lui écorche le dos de la main d'un coup d'épée. Le revers de la monstrueuse paluche ne se fait pas attendre, une baffe monumentale qui m'expulse dans les airs. Atterrissage sur le dos, souffle coupé, point noir qui danse devant les yeux, et j'ai lâché mon épée. Le troll me maintient au sol en posant son pied sur ma poitrine. J'ai mal, j'étouffe. Il se frappe le torse en signe de victoire, se penche sur moi, hurlant, bavant. Il veut m'humilier avant d'en finir. De mon corps, je ne perçois plus qu'un réseau de douleurs ramifiées, dont une en particulier retient soudain mon attention. Une brûlure. Une brûlure que je ne dois pas à mon agresseur. Ma main droite a rencontré des braises incandescentes. J'ai de la chance. J'en saisis une poignée et l'enfonce le plus profond possible dans l'œil de mon imbécile d'adversaire qui aurait mieux fait de m'achever quand il en avait l'occasion. Il se relève en braillant, m'infligeant au passage une poussée de tout son poids sur ma poitrine. Je ne suis pas certain que toutes mes côtes y aient résisté. Qu'importe, je suis libre à présent de ramper jusqu'à mon épée, tandis que le troll se tord de douleur à moitié aveugle. Difficile de s'approcher de lui cependant, ses bras puissants fendent l'air en tous sens. Je reprends mon souffle contre un arbre, appuyé sur la garde de mon épée. Les mouvements du monstre se font plus lents, plus lourds, ses cris faiblissent, se font mugissements rauques. La blessure que je lui ai faite au flanc a laissé échapper trop de sang. Mon premier coup aura été le bon. Il s'effondre sur le dos. Tant de puissance réduit à une masse informe dont s'échappent des râles pathétiques. Je m'approche de la créature sans défense, tranche la gorge d'un geste net. Son dernier souffle se perd dans un gargouillis écœurant. On ne peut pas toujours être héroïque. L'étranger me présente les dés une fois de plus. Ma propre hésitation me met en colère. Je n'ai pas peur de toi. Je mens, et la forêt se remplit de grognements. Des milliers d'yeux s'allument autour de moi dans l'obscurité, des loups, des ours, mais aussi des araignées, des scorpions démesurés, des centaures et des chimères, quelques zombies peut-être. Ils fondent sur moi. Je soutiens crânement la première vague. Très vite, je ne prends même plus la peine de parer les coups de griffes et de crocs, je réserve toute mon énergie à l'attaque, furieuse, sans espoir. Je vais mourir. Étrange sentiment dans le temps suspendu. Je vais mourir et ce ne sera pas la première fois. Étrange certitude dans le temps suspendu. Cette fois je risque pire que la mort, la disparition. Il vaut mieux mourir que de disparaître. Où est-ce que j'ai entendu cette phrase ? Pas d'importance. Je me sens déjà plus léger, moins consistant. Le sang de mes blessures ne s'écoule plus, il s'évapore. Je sens le vent me traverser de part en part tandis que je deviens volute. Je ferme les yeux, je m'abandonne. Je ne suis plus fureur, je ne suis plus puissance, je ne suis plus combat. Un songe qui s'évanouit. Plus de conscience, plus de souvenirs, si ce n'est un nom, le mien, Jack. Une syllabe nette, tranchante, un éclat de roc noir planté comme un défi dans le néant immaculé de la non-existence. C'est un cri insensé lancé à la face de l'impossible. J'existe, indépendamment du cliquetis des dés. Je suis Jack, je suis le feu, je suis la glace, je suis les ténèbres et les étoiles. Explosion. L'aube. La clairière n'est plus qu'un cratère fumant. Mes pouvoirs formidables se sont déchaînés des heures sur mes adversaires. Il n'en reste rien. Je suis épuisé, bien qu'étrangement guéri de mes blessures. Mes vêtements sont en lambeaux. L'étranger a repris sa place à 500 mètres de moi en amont sur la prairie. Je rengaine mon épée. Il est temps de reprendre la marche. Le silence est minéral comme le décor qui m'entoure, brut, inhospitalier. Le ciel est gris, lourd, poids supplémentaire sur mes épaules. Dans le temps suspendu, mon corps grimpe, mon esprit plonge.
gravir la montagne, sonder les souvenirs. Tu as toujours été là. Après chaque victoire, après chaque quête accomplie, c'est toi qui m'ouvrais les portes. Vers d'autres lieux, d'autres mondes, d'autres univers. Partout où l'on avait besoin de moi. D'aventure en épopée, depuis toujours. Les portes, les dés, déchireurs de réalité, faiseurs de brèches, je les revois tourner autour de moi tandis que je tombe à travers eux, flotter un instant dans leur ciel blanc où dansent les constellations noires et plonger dans une étoile, tache d'encre en suspension dans le vide qui devient pont, passage, porte. Et c'est ainsi qu'à chaque fois qu'une princesse était enlevée, qu'un dragon dévastait un royaume, que l'ombre menaçait la lumière, je passais par là. Loup solitaire, héros vagabond, toujours prêt à en découdre. Mais avant la première porte, avant les dés, pour toute réponse, l'étendue immaculée du glacier, l'étranger flèche noire en point de mire et le pic enneigé qui se perd dans les nuages. Mais avant, ces mots brûlent mon intérieur comme le froid brûle ma peau. Quand l'ascension se fait escalade, quand chaque mètre parcouru est une souffrance, ils sont le carburant qui alimente mes muscles, le sang que pompe mon cœur. Tracté vers le sommet par la anse du point d'interrogation planté dans mes entrailles, sur les flancs escarpés de la montagne, je suis une question qui se hisse vers sa réponse. Dernier surplomb, dans un cri, à la force des bras. Le sommet. Plus de glace ni de neige. Une surface plane de roches lisses. Absurde. Je rampe, rompu de froid et de fatigue. Je m'effondre au pied de l'étranger debout au centre du plateau. Je lève mon bras vers son visage, mes dernières forces s'échappent en 2 syllabes susurrées comme une supplique. Avant. Une ombre de chaleur m'enveloppe et je perds connaissance. Le sommet. Plus de glace ni de neige. Une surface plane de roches lisses. Absurde. Je m'avance vers l'étranger, debout au centre du plateau. Dans le temps suspendu, je lui fais face longuement. Je n'ai plus peur. Les mots franchissent mes lèvres avec volonté. Avant. C'est toujours une question, mais plus une supplique. Il me tend les dés et j'entends sa voix pour la première fois. Elle m'est, comme je m'y attendais, familière. Trouve le nombre qui n'existe pas. Je reprends connaissance. Je suis toujours étendu sur le plateau. J'ai moins froid. L'étranger m'a recouvert de son manteau noir. Je le passe. Je suis seul maintenant. Les dés sont posés devant moi. Je m'en saisis enfin. 2 petits dés blancs, lisses, à points noirs, banals. Je les fais tourner dans ma main. Je les fais cliqueter. Je sais ce qu'il me reste à faire maintenant. Je les jette une première fois, 3, puis une autre, 6, et encore, 4, 5, 7, 12, 2. Trouve le nombre qui n'existe pas. Dans le temps suspendu, j'ai lancé les dés si souvent que j'ai obtenu toutes les combinaisons possibles, maintes fois. Je fais fausse route. Dernière tentative. Je fais rouler les dés et les plaques de ma main juste avant qu'ils ne s'arrêtent. Invisible sous ma paume se trouve le bon résultat. Je le sais. Ou plutôt, je le décide. Ce n'est pas un coup de dé qui abolira le hasard, c'est la volonté. Je l'ai enfin compris. Je respire calmement. Je me concentre sur cette idée simple. J'ai obtenu le bon résultat. En faire une conviction. En faire une conviction. À mesure que ma certitude s'affermit, les dés s'échauffent jusqu'à l'incandescence. Soudain, sous ma main brûlante, je sens les dés m'échapper. Ils s'enfoncent dans la roche en fusion. Je pousse de tout mon poids pour les suivre à travers la matière disloquée. Je traverse le plateau ardent devenu malléable. Et c'est le début de la chute. À partir de ce moment-là, dans les entrailles de la montagne creusée de galeries, de cavernes en caveaux, le sol n'a cessé de se dérober sous mes pieds, et avec la peur ont surgi les gobelins.
À partir de ce moment-là, dans les entrailles de la montagne creusée de galeries, de cavernes en caveaux, le sol n'a cessé de se dérober sous mes pieds et avec la peur ont surgi les gobelins. Étrange confusion dans le temps suspendu, je ne sais plus si je chute ou si je m'envole, si mes assaillants dégringolent avec moi ou au contraire s'ils grimpent les uns sur les autres pour me rattraper. Chute ou envol, reste la sensation de vitesse et d'immobilité. Car malgré le vent qui claque à mes oreilles et secoue mon manteau, malgré le défilement rapide des parois, dans le temps suspendu, je ne me rapproche pas des dés qui restent impassibles et impitoyables, toujours à la même distance. J'ai peine à garder les yeux ouverts tant le courant qui me fouette le visage est violent. Instinctivement, je glisse une main dans la poche intérieure du manteau que m'a abandonné l'étranger et j'y trouve sa paire de lunettes noires. Une fois que je les ai mises, je ne vois plus ni la plateforme ni l'autel, seulement les dés, immobiles, qui chutent ou s'envolent devant moi. J'en ai assez. Je serre mes poings contre ma poitrine, immobilise tout mon pouvoir et d'un coup, avec un grand cri de rage animale, je relâche toute la puissance emmagasinée à travers mes mains en écartant à toute force mes bras derrière moi. Explosion! Les gobelins qui ne sont pas anéantis sont laissés sur place. Ma vitesse est démentielle, touche à l'absurde. Je suis une flèche de feu, de glace, de ténèbres et d'étoiles. Je pourfends ce monde jusqu'à son cœur. Rien ne peut freiner ma course, pas même les démons des profondeurs, ni les golems de feu, ni les titans anciens, ni toutes les terreurs ancestrales, polymorphes, dragons et tentacules qui se jettent sur moi, traînés de cadavres fossilisés dans mon sillage, à travers la roche, à travers la glace et le magma en fusion. Je suis une force élémentaire en mouvement, sans conscience, sans souvenir, si ce n'est un nom, le mien, Jack. Je pulvérise mon image dans un choc sonore en percutant la surface d'un lac souterrain et soudain c'est l'air libre à nouveau. D'un mouvement réflexe, je m'accroche in extremis à un pic rocheux qui pend dans un ciel blanc. J'entoure le piton de mes bras pour m'y arrimer solidement. Haut et bas ont perdu leur sens dans le temps suspendu. Est-ce la gravité qui veut m'arracher à mon îlot de roche, ou est-ce le vent ascendant qui veut m'élever vers les dés, en suspension à 1 mètre de moi? Je tends la main une dernière fois et renonce presque aussitôt. J'ai ma réponse. Elle a fusé dans mon esprit, s'est imposée à ma vision aussi clairement que les points noirs des dés tranchent sur le ciel blanc. Il me faut encore quelques instants, quelques respirations pour accepter cette vérité. Les dés s'éloignent tout en s'agrandissant démesurément, leurs arêtes disparaissent, leurs points noirs dansent dans le néant et forment rien, excepté peut-être une constellation. Les étoiles sombres disparaissent au loin, il n'en reste bientôt qu'une, astre obscur, imposant, au-dessus, au-dessous de moi. J'ai ma réponse. Je n'ai plus à lutter. Je relâche mes muscles et c'est la chute, l'envol vers le soleil noir. J'ai ma réponse. Il n'y a jamais eu d'avant.
Fin de transmission.